Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, encore la grande visite. On reçoit Tania. Salut Tania. Salut Maggie, ça va? Bien sûr, toi. Oui, je suis bien contente de te voir, ça fait longtemps. En effet, parce qu'on s'est connus au Carpe Diem, là, au-dessus de 10 ans. En 2003. Puis en 2003, ouais, 2003 qu'on était là? 2002, 2003, ouais. Hey, ça approche du 20 ans, ça, les filles. Ça vous rajeunit pas? Je peux pas le dire. Oh my God, oui. Fait que, au fond, si tu pourrais te présenter un peu brièvement, t'as quel âge, où est-ce que tu vis, c'est quoi tes projets en ce moment? Parfait. Ben moi, je m'appelle Tania, j'ai 33 ans. Je suis éducatrice en service de garde dans une école primaire. Je suis à l'école en ce moment pour avoir mon AEC en éducation en service de garde. Je suis maman de 3 filles, belle maman de 2 garçons, mariée. Puis je fais ma petite vie à Sainte-Marceline dans ma petite maison, avec ma petite famille. Puis toi, comment ça s'est passé, ton entrée dans le système de la protection de la jeunesse? C'était quoi ta dynamique familiale chez toi? Ben, honnêtement, moi, dans le fond, on est rentré. Moi, j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Nous, on est rentré dans le système, on avait 3 ans. Ben, moi, j'avais 3 ans. Donc, mon frère avait 2 ans, ma sœur avait 6 mois. Je te dirais que la dynamique familiale, c'était pas génial. Là. On était pas mal laissés à nous-mêmes. Parents alcooliques toxicomanes, parents absents. Souvent, on était laissés toutes seules à la maison. J'ai souvent pris soin de mon frère et ma soeur. C'était des choses qui n'étaient pas tout à fait faciles à vivre, là, surtout quand on est jeune, 3-4 ans, on ne comprend pas, mais on se prend pour une maman. Ben, au lieu de jouer avec des poupées, on joue avec nos frères et sœurs. Puis dans le fond, ben, c'est ma grand-mère maternelle qui a fait une plainte à la DPJ pour justement pouvoir nous sortir de là parce que c'en était dangereux et c'était insalubre aussi là, où on habitait. Je pense que, puis encore aujourd'hui, ma grand-mère, ça a été long avant qu'elle nous dise que c'était elle qui avait fait la plainte. J'avais pensé pendant longtemps que c'était mes voisins qui avaient appelé la DPJ. Pour au final, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, puis ma grand-mère m'a avoué que c'était elle. Puis encore aujourd'hui, je la remercie d'avoir fait ça parce que je serais peut-être même pas là en ce moment en train de vous parler. Fait que dans le fond, ça a été quoi le premier milieu que tu as fait? Bien, dans le fond, la première fois que j'ai été placée, on a été placé dans une famille d'accueil pour 6 mois. Ma mère devait faire ses preuves. Fait que pendant 6 mois, ma mère a fait ses preuves. On est retourné à la maison, mais pas sous la garde de ma mère. On était sous la garde de son oncle et de sa tante, qui étaient à l'époque déjà très âgés, là, si je ne me trompe pas, dans les 70 ans. Donc, on s'entend que des bébés, parce qu'on s'entend que 3, 2 ans, puis 6 mois, c'est des bébés. Pour des personnes de cet âge-là, c'était pas l'idéal. Donc, on est resté, je te dirais même pas 1 an. J'ai commencé l'école à la maternelle chez mes parents, mais après, on a été placé dans une famille d'accueil parce que ça n'avait plus d'allure. Là. On ne pouvait pas rester là, dans le fond. C'était trop insalubre. Puis ma mère, elle partait des soirées. Puis, tu sais, en étant une personne âgée, tu ne peux pas t'occuper de 3 enfants comme ça, puis pouvoir te reposer. Puis, il n'était pas capable de le faire. Fait que tu as été placée avec ta fratrie. Oui. Dans le fond, les 2 premières familles d'accueil qu'on a fait, on a été placés ensemble. Ensuite, mon frère, lui, a été déplacé dans une famille d'accueil à Saint-Donat parce que, dans le fond, il y avait mon frère a beaucoup de la difficulté à accepter ce qui s'est passé. Puis il y avait besoin d'une ressource où il y avait plus de moyens, dans le fond, pour pouvoir l'aider à s'en sortir puis pouvoir l'aider à travailler sur lui-même. Donc, lui, il est parti à Saint-Donat dans une famille d'accueil toute seule, puis moi, je restais avec ma soeur.
Mais on est resté quand même longtemps, là, je te dirais, dans le fond, jusqu'à temps que j'arrive au foyer de groupe de Carpe Diem, dans le fond, on était moi et ma soeur ensemble. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ta famille d'accueil? Ben, dans le fond, ma première famille d'accueil, j'ai pas des bons souvenirs de cette famille d'accueil-là, mais ma deuxième, c'est Linda et Robert. Ils sont venus à mon mariage. Robert, c'est lui qui m'a amené à l'hôtel devant mon mari. Fait que on est vraiment très, très proches. Mais sauf que à cette époque, quand je suis rentrée au Carpe Diem, dans le fond, pourquoi la famille d'accueil a fermé, c'est que Robert a eu le cancer. Donc, tu sais, c'était beaucoup. Eux autres avaient déjà 2 enfants aussi à eux, puis ils étaient vraiment épuisés. Fait que, dans le fond, la solution, c'est que la famille d'accueil a fermé. Fait que nous, on a été placés là. C'est là qu'on a été séparés. Ma soeur a été envoyée dans une famille d'accueil et moi, à ma demande, parce que j'étais quand même rendue en secondaire 3, fait que j'avais pas envie de déménager. Là. J'avais connu Repentigny quasiment toute ma vie. Fait que j'avais pas envie de déménager de Repentigny. Fait que j'ai dit, vous pouvez me mettre où ce que vous voulez, n'importe où, mais je reste à Repentigny. Fait que je me suis ramassée au Carpe Diem parce que c'était la seule place qu'il y avait. Puis moi, c'était vraiment, je ne change pas d'endroit, je veux rester ici, puis c'est tout. C'était non négociable. Puis, c'est un bon coup, ça, qui t'aille écouté jamais à ta donne, parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps qui arrive, là. Non, mais j'avais un travailleur social, il s'appellerait Jean-Jacques. C'est un travailleur social qui travaille vraiment pour les enfants, puis il est vraiment là. Tu sais, c'est un moment donné, là, le centre jeunesse lui ont dit tu n'utilises plus nos voitures, tu dois utiliser la tienne parce qu'il faisait tellement de kilométrage dans l'année que ça n'avait plus d'allure. Là. Lui, sérieux, c'est le meilleur travailleur social du monde. Là. Je te dis, il est vraiment présent pour les enfants. Ils écoutaient. Il se battait pour eux, puis c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Là. C'est vraiment, là, je peux pas, encore aujourd'hui, j'y parle des fois sur Internet, puis je peux pas décrire quelqu'un qui est aussi passionné pour sa job que lui. Là. Celui qui a été attitré pour dossier tout le long que tu as été à la DP ou tu as dû changer non, j'ai eu plusieurs travailleurs sociaux. Je te dirais que dans le fond, le dernier 6 mois que j'ai été chez Linda et Bob, c'est lui qui était avec nous. Fait que dans le fond, c'est de 13 ans jusqu'à mes 18 ans, c'est lui qui a été là pour moi, puis qui s'est occupé de tout. Dans le fond, que mes désirs soient exaucés. Puis comment ça s'est passé quand tu es arrivée au Carpe Diem? Parce que moi, je pense que je suis arrivée pas mal après toi, de ce que je me souviens. Tu faisais un petit bout que tu étais là. Oh my God, quand je suis arrivée au Carpe Diem, oh my God. Je me demandais dans quel endroit de fou j'étais atterrie. Moi, je vous mets en contexte, puis Maggie, je pense que tu vas me reconnaître un peu là-dedans. J'étais une petite fille sage. Je ne prenais pas de drogue, j'avais pas vraiment de... Oui, j'avais des problèmes de comportement, mais rien de aussi olé que j'ai vu au foyer. Puis quand je suis arrivée là, la première nuit, les filles étaient toutes debout à faire le party avec l'éducatrice de nuit. C'était le bordel. Moi, je comprenais rien. J'étais comme, mais couchez-vous, je veux dormir. J'étais comme, mais dans quoi je me suis embarquée? Parce que dans le fond, c'était ma décision, tu sais. On m'a proposé, on m'a dit, bon, ben il y a une place là, c'est là, tu vas, ou sinon tu changes de ville. Fait que moi, j'ai dit, ben, OK, je m'en vais là, puis c'est tout. Je capotais, je comprenais pas comment je pouvais avoir atterri là. Mais ça a été, tu sais, j'étais tout le temps en famille d'accueil. Ça a été un gros dépaysement aussi, là, de ne pas être dans une famille. Ça a été un gros choc aussi pour moi. Là. Mais tu sais, la première été, je ne suis pas restée là longtemps parce que dans le fond, moi, je suis partie à Saint-Donat, au camp Saint-Donat. J'ai fait mon cours d'aspirant moniteur, puis j'ai travaillé les 2 autres colonies. Fait que tu sais, j'ai pas été là de l'été. Fait que ça m'a comme laissé un petit pour décanter tout ça qui venait de se passer. Oui, exactement. Tu sais, de dire bon ben OK, je suis rendue là, qu'est-ce qu'il y en a? Mais ça n'a pas été facile au début, pour vrai, parce que, tu sais, on s'entend que c'est les filles qui avaient au foyer, c'était pas toutes des choses faciles qu'elles avaient vécues. Puis il y en avait, tu sais, qu'il y avait beaucoup de problèmes de comportement aussi. Fait que j'étais comme pas habituée à vivre avec ça, tu sais. Puis de vivre avec autant de filles, on s'entend non plus, là. C'était quelque chose.
Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas d'autres familles d'accueil dans le quartier, dans la ville que tu voulais rester. Comme tu disais, toi, ta sœur, elle avait dû changer de ville pour trouver sa famille d'accueil. Puis, Oui. est-ce que vous avez quand même pu garder des liens avec la famille d'accueil où tu étais? Parce que tu dis maintenant, vous avez encore des liens ensemble. Est-ce que du temps que tu Oui. étais au foyer de groupe, tu les voyais pareil? Ben, dans le fond, en habitant dans la même ville, souvent, tu sais, ils habitaient proche de l'école, fait que souvent, j'allais dîner chez eux, ou j'allais les voir pendant les journées de congé. Tu sais, au foyer, j'étais quand même, comment je pourrais dire, tu sais, il y en a qui avaient des couvre-feux, il y en a qui ne pouvaient pas travailler, mais tu sais, moi, j'étais quand même libre de ce que je faisais. Tu sais, si je voulais aller dormir chez un ami, ben, je pouvais y aller. Fait que, tu sais, si je disais, bon, ben, je m'en vais dire salut à Linda puis Bob, ben, je prenais mon bicycle puis j'y allais, tu sais, ça me prenait 15 minutes, là, tu sais. Fait que j'étais pas ben loin. Puis avec ta sœur, comment ça se passait, les relations après? Ben, avec ma sœur, j'ai tout le temps, puis encore aujourd'hui, là, puis même elle vous le dirait, elle dit fatigante. Elle se prend pour ma mère. J'avais une relation plus de maman-enfant que de sœur à sœur. Je te dirais même avec mon frère. Veux pas avec la situation dans laquelle on était, que j'ai appris à vivre avec eux aussi, parce que j'ai pas appris à vivre avec mon frère et ma sœur, j'ai appris à vivre avec des bébés qu'il fallait que je m'occupe. Puis ça a souvent été ça. Puis souvent, je pense que c'est ce qui nous a mis des bâtons dans les roues parce que la dernière année, dans notre famille d'accueil aussi, ce qui aidait pas, c'est que moi et ma soeur, on s'est beaucoup, beaucoup renfermés, nous deux ensemble. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Je surprotégeais ma soeur, vraiment beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'était comme mon enfant. Je la surprotégeais. Elle était tout le temps dans mes culottes. Tu sais, je me suis même interposée avec des élèves qui l'écœuraient à l'école. C'est des choses que c'était pas à moi en tant que sœur. Tu sais, oui, protéger ma sœur, fine, mais de l'élever puis d'essayer d'être sa mère, c'était pas à moi faire ça. Aujourd'hui, tu sais, ma petite sœur, elle a 30 ans, elle va avoir son premier bébé. Puis, tu sais, c'est ma sœur, mais souvent, elle me demande conseil au lieu de demander conseil à ma mère. Tu sais, ce qu'un enfant ferait. Puis ça m'amène un peu à parler de quelque chose que j'ai remarqué d'un peu particulier par rapport à ta situation carpe diem. De mémoire, là, ça arrivait souvent qu'on changeait de chambre, là, les filles, là, mais moi, j'étais toujours vue avec la même fille dans la même chambre pendant tout le long que j'ai été placée. C'est-tu moi ou c'est-tu un bon souvenir? Ben, quand je suis arrivée, j'étais en haut, dans la chambre à gauche, à côté du bureau. Puis après, dans le fond, moi, je suis descendue, puis j'étais dans la chambre orange. Ils m'ont fait choisir, j'avais choisi orange brûlé. Couleur de chambre, c'était bien laid. Mais ouais, j'ai pas changé de chambre, mais j'ai changé beaucoup de colocs de chambre, je te dirais. Mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'au Carpe Diem, comparé à une famille d'accueil où, mettons, il y avait juste nous puis les enfants de la famille d'accueil, ces enfants-là s'en vont pas. Tu comprends? Les autres, c'est leurs enfants, donc eux, ils partiront jamais chez leurs parents parce qu'ils sont toujours là. Tandis qu'au Carpe Diem, à chaque fois que tu t'attaches à quelqu'un, ben cette personne-là, tu sais qu'à un moment donné, elle va partir. T'sais, comme celle avec qui je suis restée, les deux avec qui je suis restée plus longtemps, ils ont fini par repartir chez maman puis papa. T'sais, ça donne des gros coups. Tu t'attaches à ces personnes-là, puis à un moment donné, ben, t'es peur de vue. Parce que, tu sais, veux pas, eux autres, ils reprennent leur vie, puis toi, tu restes parce que tu es placé jusqu'à tes 18 ans. Il n'y a pas de retour possible, toi, chez maman puis papa. Fait que ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, tu sais. En théorie, là, le carpe diem, c'était fait pour des filles avec des troubles de comportement. C'était pas nécessairement fait dans l'optique de réinsertion, de placement jusqu'à 18 ans, tu sais. Exactement. Mais moi, c'est ça, tu sais, moi, à 4 ans, quand on a été placés, c'était jusqu'à 18 ans. Là. Il aurait fallu que mes parents déplacent des montagnes et des lunes pour qu'on retourne là. Tu sais, tu comprends? Nous, c'était définitif. Là. Non, tu as des droits de visite, parfait. T'en fais ce que tu veux. Tu viens, tu viens pas, tu viens pas, mais t'as pas plus. Tu n'iras pas passer 2 mois à l'été chez tes parents. C'est tout. Toi, en fait, dans ta situation, vous avez coupé carrément les liens avec les parents biologiques? En fait, c'est spécial comme
je te dirais, là, la situation avec mes parents, mon père, je te dirais que ça a été coupé très, très, très longtemps, mais mon père a fait de la prison. Fait que, tu sais, des gens partant, ça l'aide pas. Mais au niveau de ma mère, c'était une relation, je te dirais, amour-haine. Parce que autant que. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, je parle à ma mère. OK? Ça a été long, mais bon. Autant que je. Parce qu'il y a souvent eu des fausses promesses. Tu sais, ah oui, je vais venir te voir cette journée-là, puis ben, je passe ma journée à attendre 6 ans, puis il n'y a personne qui vient. Ou on allait, la maison parenthèse, que ça s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, on se rendait là avec un transporteur qui venait nous porter, puis qui venait nous rechercher, puis notre mère, elle venait nous voir là-bas. Mais il y a des fois qu'on allait là, puis elle n'était pas là. Fait que, tu sais, les liens n'ont jamais été coupés. La DPJ n'a jamais dit ils n'ont plus le droit de voir leurs parents biologiques. Mais en quelque part, je pense que mes parents n'étaient pas prêts à être parents quand ils nous ont eus et ils n'étaient pas prêts à assumer ce rôle-là. Puis toi, de ton côté, est-ce que ça a été une demande que vous avez formulée d'arrêter les contacts ou tu y allais comme ça venait, puis comment tu vivais avec ça? Bien, moi, j'y allais comme ça venait. Fait que ce qu'elle me donnait, je le prenais. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est au niveau de mes grands-parents maternels puis de mon oncle au côté maternel. Eux, ils venaient nous chercher une fin de semaine par mois, chacun. Fait que 2 fins de semaine par mois, on était dans notre famille. On n'a jamais, tu sais, nos familles ont tout le temps été là pour nous pareil, malgré tout. Sauf que ma mère, tu sais, on en a parlé il y a 2 ans ensemble. Puis, tu sais, ma mère, elle m'a expliqué beaucoup de choses que plus jeune, j'aurais pas compris. Elle a beaucoup travaillé sur elle aussi. Mais je te dirais que quand tu es un enfant, tu prends ce qui passe. Oui, ça détruit à chaque fois quand il y a quelque chose qui arrive, qui est censé arriver, puis que ça n'arrive pas. Puis quand c'est là, ben, t'es l'enfant le plus, c'est Noël, tu sais, mais je peux pas. Je leur en ai voulu longtemps. J'en ai voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes parents d'avoir fait ça. Aujourd'hui, en ayant mes propres enfants, je me dis que si moi, j'étais comme ça, ben, j'aurais aimé mieux que mes enfants soient placés. Tu sais, si j'aurais vécu la situation dans laquelle moi j'étais en tant que parent, j'aurais fait comme c'est correct de partir. Puis faut qu'à un moment donné, on peut pas, comme je dis toujours, on peut pas changer les gens qui veulent pas changer. Tant qu'ils travaillent pas sur eux, on peut pas rien faire. Puis, ont-tu tes parents demandé de l'aide justement à la DPJ ou pour leur propre comportement personnel? Honnêtement, je ne penserais pas. Je ne peux pas te répondre parce que je ne le sais pas, mais je ne croirais pas. Je sais que mon travailleur social, Régent, a essayé de parler à mes parents, quand à un moment donné, mon père il a voulu reprendre contact avec moi, il m'a demandé est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as envie qu'il revienne dans ta vie? J'ai dit oui. Des fois, je me demande si c'était la bonne chose à faire. Mais je ne le regrette pas parce que je ne peux pas avoir de regrets parce que je l'ai essayé. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est très, 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 très tendu entre moi et mon père. Je sais pas si c'est parce qu'on se ressemble trop au niveau caractère ou si on n'est pas rendu au même stade dans nos vies. Là. Mais tu sais, je peux pas. Je sais pas comment te l'expliquer. Tu sais, admettons, quand ça fait pas son affaire, ben, il va se choquer puis il va disparaître. On n'entendra plus parler, puis tu sais, en ce moment, on se parle pas, là, c'est sa blonde qui me parle là, quand elle veut des nouvelles. Fait que je sais pas, je sais pas à quel point à l'époque, il y a, mettons, 20, 25 ans, la DPJ était là pour les parents aussi. Tu sais, je sais pas si au niveau, s'ils s'impliquaient autant au niveau pour que les parents puissent travailler sur eux que les enfants. Tu sais, je sais pas. Je pense que ça s'est amélioré, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, d'après moi. Oui. Ben, j'ai vécu un peu le même genre d'enjeu où est-ce que ton père me fait un peu penser au mien. Ça ressemble à un trouble de personnalité, je ne peux pas dire lequel, mais c'est comme nous autres, dans notre temps, c'est comme si tous les problèmes de la famille reposaient sur les épaules de l'enfant, puis que c'était comme même les parents qui avaient des problèmes vraiment sévères, là,
c'était quasiment comme s'il était vu comme incapable de changer, puis qu'il fallait que l'enfant s'adapte à la famille, tu sais. C'est comme ça que moi-même, je l'ai vécu, tu sais, puis c'est ça que ça a comme explosé, tu sais. Puis je me demandais un peu, quand tu me parles de ta réconciliation avec ta mère, moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. C'est un peu ça qui a fait en sorte que ma semaine est comme plus raboteuse et difficile que ce que je penserais. C'est qu'est-ce qui a permis que vous vous réconciliez? Une coupe de bouteilles de vin. Non, sans blague, sans déconner. Pour vrai, il y a un Noël, il y a 2 ans, juste avant la pandémie, dans le fond, le Noël avant la pandémie où on a pu se rassembler. Je vois, tu sais, depuis mon mariage, il y a 3 ans, je vois que ma mère fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher. Elle a vu un psychologue, elle a arrêté de consommer, ben, en tout cas, drogue. Elle a arrêté de consommer, elle a arrêté de travailler dans un bar parce que jusqu'à 3 ans, ma mère travaillait dans un bar, fait que c'était pas le meilleur endroit pour elle. Petite parenthèse comme ça, j'ai toujours pensé que moi, quand j'allais avoir des enfants, ma mère allait se rapprocher justement de moi pour pouvoir être avec ses petits-enfants. Puis souvent, j'ai dit à mes psychologues, je dis, c'est pas grave, elle va finir par revenir, ma mère. Elle va revenir, ma mère. Même que j'aille des enfants, elle va être là pour ses petits-enfants, elle va avoir appris. Mais tu sais, il a fallu qu'elle travaille beaucoup sur elle-même, puis je suis fière d'elle parce qu'elle l'a fait. Tu sais, elle n'est pas parfaite, puis il n'y a personne qui est parfaite dans la vie. Là. Donc, au moins, elle a fait l'effort de le faire. Fait il y a 3 ans, je l'ai invitée à mon mariage, ça a quand même bien été. Puis, il y a 2 ans, je l'ai invitée à Noël, venir passer quelques jours à la maison parce qu'on recevait tout mon bar. Fait que j'ai dit, garde, viens à la maison, puis tu dormiras. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé mieux pas savoir. Mais, tu sais, en quelque part, j'ai compris que, tu sais, elle était très jeune, là. Tu sais, quand tu as 17-18 ans puis que tu as un enfant, souvent, c'est pas facile. Surtout dans le contexte familial, puis relation avec mon père. C'était pas évident, là. Fait que je me dis qu'en quelque part, une bonne discussion. Il a fallu que j'attende, tu sais, 30 ans avant que ma mère se décide de devenir ma mère parce qu'avant, j'avais une amie, tu sais, elle m'appelait pour me raconter qu'elle avait fait, qu'elle s'était saoulée la veille ou des choses qui m'intéressaient pas parce que c'est pas des choses que je dirais à mes enfants, donc j'ai pas envie que ma mère me raconte sa veille, tu sais. C'est pas génial. C'est ça, ça dépend de la relation qu'on a, hein? Mais tu sais, il y a des choses un petit peu plus fondamentales, des fois, qu'on voudrait aborder avec nos parents que les soirées autour d'une cuite. Mais tu sais, ça prend. Je te dirais qu'avec ma mère, ça a pris beaucoup de chicanes, beaucoup de. Je vais laisser faire, puis de laisser aller. Je te dirais que, regarde, à partir de 16 ans, j'ai comme pris conscience que ma mère est comme ça. Puis ça a pris un Noël que je me décide que c'était assez, puis que je dis les 4 vérités d'en face à ma mère devant toute la famille, puis que j'avais pas de fil, puis c'était ça qui est ça, puis il fallait que ça sorte. Ça a scrappé de Noël, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fallu que ça sorte. Je te dirais que ça a été long. À ma mère, à se digérer ça. On a été un bout sans se parler. Tu sais, je sais que c'est encore fragile, cette relation-là, mais tu sais, il faut vraiment... Ça a vraiment pris une soirée où on avait comme bu une petite coupe de vin tous les deux, puis qu'on puisse s'ouvrir une à l'autre, puis... je dis pas que l'alcool, c'est tout le temps la solution, mais je pense pas que ma mère aurait été aussi loin dans ce qu'elle avait à me dire, puis que moi non plus, j'y aurais été plus, tu comprends? Mais ouais, je trouve ça intéressant que tu dis parce que nous autres, moi et ma mère, on fait une thérapie en ce moment avec une travailleuse sociale. On est tous les deux à jeun, puis des fois, je pose des questions là, pour savoir, oui, mais dans cette situation-là, il s'est passé telle affaire, mais c'était quoi ton besoin? Ça l'arrête là, là. C'est comme, elle change de conversation. Là, t'es comme, mais c'est parce que j'ai de réponse. C'est parce que, tu sais, en tout cas, c'est difficile. Puis, tu sais, moi, de ce que j'entends, puis de ce que je vis aussi, ce qui est vraiment difficile, c'est de garder un équilibre entre pas trop avoir d'attente, mais garder l'espoir. Tu sais, faut pas, tu sais, comme en fin de semaine, là, pour vrai, la semaine passée, on s'est chicané. Ben, pas chicané, mais
c'est compliqué à expliquer. Là. C'était comme si c'était de l'intimidation qu'elle me faisait. Même la psy, elle en a parlé, là, elle l'a relevé. Là. Puis là, j'ai comme fait OK, je suis pas conne, là, il y a vraiment ça dans notre relation. Tu sais, fait qu'après ça, c'est de comme pas garder l'espoir puis de faire comme OK, non, mais j'ai semé une graine, il y a quelque chose qui va peut-être germer dans on sait pas quand. Tu sais, fait que c'est de baisser ses attentes, mais en même temps, ça fait 3 jours là, que je me sens comme tellement déprimée puis que je fais comme ça vaut-tu vraiment la peine de continuer là-dedans? Je vais plus me faire mal à long terme, tu sais. Fait que c'est comme c'est vraiment touché. Moi, Puis surtout, tu sais, quand on vit des situations vraiment fucked up, là. mais moi, je me suis dit que un moment, puis ça, c'est la dernière fois, il y a 3 ans, je suis une psychologue, puis elle me dit il faut que tu dises que ta mère est comme ça, puis peut-être qu'elle changera jamais. Puis il va falloir que tu l'acceptes si tu veux avoir une relation avec elle. Fait que, tu sais, en quelque part, il faut faire aussi de la rancœur, parce que la rancœur, on a tout dans notre cœur de petit enfant qui a été placé. Parce qu'on en veut à nos parents de nous avoir mis dans cette situation-là, parce que moi, en tout cas, c'est pas moi qui ai cherché à être placée à 3 ans, on va se le dire. On s'entend que moi, je suis née et j'ai pas demandé à vivre cette merde-là. Là. Tu sais, j'ai pas demandé à venir au monde, puis de vivre de la chenoute, puis d'être laissée à moi-même dans une maison insalubre, puis me faire dire « débrouille-toi », puis moi, je m'en vais au bar. Tu comprends? Puis ça, encore aujourd'hui, je peux même pas m'imaginer de dire à mes enfants de 3 puis 10 ans, je m'en vais pour toute la nuit au bar, débrouillez-vous. Fait que ça, il faut vraiment que je me dise, puis encore à 33 ans, presque 34, je me dis, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter que son parent ait été comme ça avec toi, tu sais. Puis en dedans de moi, je vais toujours en vouloir à mes parents. Je peux pas leur. Même, tu sais, oui, j'ai pardonné beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais pardonner, puis que je pense qu'on ne pourra jamais guérir ces blessures-là. Ils vont toujours être à vivre. Puis tu disais tantôt que tu avais de l'aide d'une psychologue. Est-ce que pendant ton placement, c'est un service que tu as eu aussi? Parce que tu disais que quand tu es arrivé au foyer, c'était comme plus difficile, le fait de partir de ta famille d'accueil avec le cancer de Bob, puis toutes les difficultés que tu pouvais vivre autour de ça. Est-ce que tu as eu, pendant ton placement, accès à un service psychologique, toi? Au foyer de groupe, je n'ai pas eu accès à ça. Je sais que quand j'étais chez Linda Piba, j'ai rencontré des pédopsychologues. Pédopsychiatre. Pour les enfants. Psychiatre, c'est ça. Mais je pense pas être allée longtemps. Puis honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps à accepter de devoir être obligée d'aller voir un psychologue. Je te dirais que même encore aujourd'hui, bon, je vais faire mon coming out. J'ai un trouble de personnalité limite. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour, puis je pense que même mes grands-parents ne savent pas mon diagnostic. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à l'accepter. Sauf que au foyer, on ne m'a jamais vraiment proposé de dire ça te ferait-tu du bien de parler à quelqu'un ou je pense que j'étais capable beaucoup de me confier aux éducatrices au foyer. Là. Fait que je pense que ça l'aidait beaucoup au niveau de mon psychique, je te dirais, mais je me rappelle pas vraiment d'avoir eu à demander au foyer, tu sais, j'aimerais ça voir un psychologue ou quoi que ce soit. Là. Mais ça, tu sais, pour dire que tu étais vraiment une des filles les plus sages de la place, fait que comparé aux 10 autres filles qui étaient là, c'est sûr que les intervenantes, ils se faisaient dire hey, elle, ça va bien, là, tu n'as pas besoin de consulter. Mais souvent, c'est ça qui est touché parce que toi, tu es sage, puis d'autres filles à côté, c'est un petit monstre, on va dire, comme le podcast, un petit Christ. Puis, sauf que souvent, tu es oublié. Moi, c'est souvent ça que j'ai eu l'impression au foyer, c'est que j'étais oubliée parce que, oui, je faisais mes conneries d'adolescente. Là. On se cachera pas, j'en ai fait des niaiseries, puis, tu sais, j'ai foxé. Mais sauf que quand moi, j'ai foxé, les éducatrices ont ri de moi parce que je me suis fait pogner. Tu comprends?
si j'aurais été une autre fille avec un problème, tu sais, avec des gros problèmes de comportement, peut-être que ça aurait pas été il n'y aurait pas ri à ma niaiserie, tu comprends? Tu sais, fait que souvent, je me sentais comme oubliée, puis c'était pas méchant, là. C'est parce qu'autour de moi, il y en avait 9 autres qui avaient besoin de plus d'attention que moi. C'est là que ça m'a comme troublé un peu au niveau famille d'accueil puis foyer, c'est que on est 10, famille d'accueil, on était 5. Puis c'était toujours les mêmes personnes en famille d'accueil, tu sais. C'était pas une rotation. Bon, ben, matin, c'était elle, midi, c'est elle, puis le soir, c'est un autre, puis la nuit, c'est un autre. Tu sais, c'était tout le temps la même personne. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'as oublié, ben, tu t'effaces. Tu sais, à la fin, au foyer, là, avant que le foyer ferme, là, ben, moi, j'étais souvent enfermée dans ma chambre. Je sortais pas, ou quand je sortais, ben, j'étais pas au foyer. Tu sais, fait que, on s'entend que quand il y a des crises qui se pétaient au foyer, tu sais, je me souviens pas si tu te souviens de la shot qu'il y avait une fille qui avait pitché une bibliothèque en bas avec savon puis de l'eau puis qui avait tout foutu ça, ses livres, là. Tu sais, quand il y a des crises Et que comme oui, ça, je m'en souviens. mais Et moi, que j'étais oui. comme... Ben oui. La police était venue. moi, puis j'étais tout. comme... Oui, là, moi, j'étais comme en quoi je me suis embarquée. Puis là, je suis descendue dans ma chambre, mais on a comme oublié que j'étais là parce qu'il y a personne qui est venu me voir après me dire Tania, t'es-tu correct? Qu'on en reparle, tu sais, ça va. Juste, ça Non, va. c'est ça, il y en a pas j'étais parlé. Aidez-moi. Quand je repense à ça, là, je pense qu'on n'a même pas reparlé. Genre, la fille est partie au PG. Puis après ça, c'était comme on passe à un autre appel. Il y a rien qui s'est passé, les amis. Tout est correct. Mais il y avait souvent ces pratiques-là On aussi. s'entend, c'est traumatisant. Il me semble qu'il y avait quelqu'un et tout. Il me semble qu'il y avait quelqu'un dans cette crise-là qui avait arraché un bol de toilette et qui essayait de passer du monde avec. Je sais pas, je sais qu'il y a eu des. Je sais qu'il y a eu une bibliothèque complète scrapée avec de l'eau et du savon, puis que c'était tout dans l'entrée, puis que. Des trous dans les murs. Mais moi, j'ai trouvé aussi ça marquant dans mes placements, tu sais, à quel point ça pouvait brasser, à quel point il pouvait arriver plein de situations, mais qu'on faisait jamais de retour en groupe ou même individuellement sur comment tu as vécu ça. Tu sais, moi, je me souviens très bien d'une nuit où je me suis fait réveiller parce que ma voisine de chambre m'avait fait une tentative de suicide puis qu'elle est partie avec les ambulanciers. Puis ça m'a longtemps traumatisée. Puis je me suis dit, c'est pas normal qu'on n'en parle pas, puis que la jeune revienne, puis qu'on n'en sait pas plus, puis qu'on peut pas aborder le sujet. T'sais. OK, à la limite, c'est correct si c'est son choix à elle, mais je pense que c'est legit de comme pouvoir s'exprimer sur ça. Puis, mais je pense, sur un point que tu disais tantôt, là, justement, avec le fait que toi, tu étais plus tranquille, mais ça me fait penser aussi à ceux qui ont tous des problèmes plus intériorisés. On pense beaucoup à la dépression, l'anxiété. Ceux qui ont des problèmes plus extériorisés, qu'on voit et que ça dérange, c'est souvent ceux-là qui vont, des fois, être ciblés dans les interventions, tandis qu'on oublie les autres qui sont plus tranquilles. C'est ça, ça m'emmène à dire qu'on a tous des besoins, en fait, puis des fois, ils sont pas nécessairement visibles, mais il faut les écouter. Puis... Je sais pas, Tania, si tu te rappelles, quand il y avait quelqu'un, c'était une des filles avec qui j'étais dans la chambre, qui avait révélé à tout le monde que j'avais l'hépatite, parce qu'il y avait une fille qui voulait fumer une de mes botches. Dans le fond, moi, dans ce temps-là, quand ça s'est arrivé, j'étais partie magasiner. On magasinait en 2 groupes. Puis quand je suis revenue, là, c'était comme un petit peu plus, puis les flammes sortaient du plancher, puis qu'il y avait de la musique d'église qui rentrait. Là, le monde criait. Les filles, après, là, leurs parents, ils avaient peur que je les contamine. C'était débile, 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 débile. Là. Je venais de rentrer, là. Puis là, il y a une intervenante qui est venue me voir, qui m'a dit viens, on va aller fumer une cigarette ensemble. Puis là, j'étais comme OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, dans le fond, c'est ça, là, ça avait sorti. Là. Il y avait, là, tout le monde avait peur de moi dans la place. Fait que dans le fond, quand ça s'est arrivé, pour rassurer les filles, je me souviens plus. Je pense que c'était juste moi qui avais parlé. Au début, ça demandait on fait venir une infirmière pour expliquer c'est quoi? Mais je pense que c'est juste moi qui ai été capable d'expliquer à tout le monde. Là. Puis qu'on s'assise tout alentour de la table, là, puis qu'on en parle ouvertement, là, puis que c'était juste comme. Tu sais, mais ouais, c'est ça, ça manquait. Il y a eu cette crise-là que je me souviens qui avait quand même été bien gérée par les intervenantes, mais toutes les autres crises qu'on a vécues, là, c'est vraiment du jour au lendemain, on tourne la page, puis that's là. Ben, tu sais, nous, tentative de suicide, Jessica, là, nous, on avait eu une, je sais pas si tu étais là,
Ben, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, là, mais elle avait pris une pompe bleue au complet, toutes ses puffs de sa pompe bleue. Là. Puis les ambulances étaient venues la chercher en plein milieu de la nuit, sauf que ça réveille mal. Là. On s'entend. C'est au même étage que la fille, ça réveille mal, tu comprends pas. T'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, elle revient comme si de rien n'était. Mais personne te dit, ben, il est arrivé quelque chose ou, tu sais, toi, comment t'as vécu ça? Il y a beaucoup. Tu sais, je comprends au niveau de la confidentialité, ils peuvent pas tout dire, c'est correct, fine. Sauf que, tu sais, à un moment donné, il faut vraiment que tu prennes un moment. Moi, je l'ai fait à l'école, on a eu un papa qui est décédé avec des enfants. Bon, mais tu prends un moment avec ton groupe pour leur expliquer, ben, oui, son papa, il est décédé. De quoi, on s'en fout, on n'en parlera pas, mais juste pour mettre en situation les enfants pour qu'ils fassent attention. Moi, là, malgré tout ce que j'ai vécu, je me dis, mettons, la fille, là, elle n'aurait pas passé à travers. Il faut en parler de ces choses-là, parce que si on n'en parle pas avec nos jeunes, comment ils peuvent passer à travers des situations comme ça sans savoir si on est vraiment? Comment tu veux les aider à aller bien mentalement quand ils voient des choses comme ça? Parce qu'on les voit, ces choses-là, en foyer de groupe, en centre de jeunesse, ou même en famille d'accueil, parce que des fois, il y a des familles d'accueil où on est plusieurs à être placés dans les familles d'accueil. Donc, comment tu peux aller bien mentalement si personne n'est confirmé? Hey, toi, ta situation, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as pris? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Tu sais, au pire, la personne va dire non, j'ai pas vraiment envie de parler de ça, puis ça finit là. Donc, il faut vraiment valider les émotions de l'enfant, tu sais. C'est ça. J'ai l'impression que l'effet négatif, justement, de ne pas en parler puis de passer tout de suite à d'autres choses, c'est que ça vient renforcer un sentiment d'insécurité qui peut augmenter à la longue, là, tu sais. Puis qui peut faire en sorte qu'à long terme, à force qu'il y ait des événements comme ça qui se répètent puis qu'on ne passe pas au travers, qu'on ne les règle pas, ben ça donne un sentiment d'impuissance qui fait juste grandir, puis à un moment donné, tu n'es plus bien en place. Puis ça m'amène un peu à te parler, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes le Carpe Diem? C'est-tu parce que tu as atteint ta majorité ou c'était le changement de... Parce que je sais que ça a été vendu, le Carpe Diem, à un moment donné. Elle a fermé, en fait. Le Carpe Diem a fermé. Fabien a décidé de fermer la ressource. Puis encore là, on ne sait pas pourquoi. Là. Moi, du jour au lendemain, on me dit, ça ferme, le Carpe Diem, c'est terminé. Tu t'en vas. C'est tout. On se lave les mains de toi, là. C'est fini. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où tu t'en vas, mais c'est ça. Là, tu étais rendue à quel âge? Je suis rendue là? J'avais 16 ans. Ouais. J'avais ça 16 faisait ans. un an que tu étais là, genre? Oui, 1 an et demi que j'étais là. Tu sais, veux pas, on s'est attachés, là. On est devenus des sœurs, puis on était des sœurs. Puis on se disait en nous autres, là, tu sais. Puis du jour au lendemain, ben c'est terminé, vous en allez toutes de votre bord, puis c'est fini. Fait que de là où j'ai dit, OK, moi, je suis en secondaire 3, je peux pas m'en aller ailleurs que... En fait, j'étais rendue en secondaire 4. Puis moi, dans ma tête, c'était impossible que je fasse mon secondaire 5 ailleurs qu'avec mes amis. C'était impossible. Puis on s'entend qu'à cet âge-là, mon trouble de personnalité était déjà là. Fait que ma peur de l'abandon était déjà là depuis très, très, très longtemps. Fait que moi, c'était impossible. C'était la fin de ma vie si je déménageais et que je finissais pas mon secondaire à Repentigny. C'était terminé. Là. Moi, j'avais plus... C'était fini. Ça a été un gros coup pour moi. Ils t'ont fait changer dans... Ils t'ont fait changer dans quelles ressources? Bien, dans le fond, où ce que ma sœur était en famille d'accueil à la Chenay, il y a une place qui s'est libérée en même temps. Fait que moi, je suis déménagée à la Chenay. Sauf que là, ça a été de branle-bas de combat avec l'école, parce que je suis plus dans leur secteur. Fait que là, OK. Fait que là, on s'est assis avec le directeur, puis on a dit, ben regarde, tu trouves une façon que moi, je reste ici. Fait qu'on m'a inscrit en un programme d'art plastique, là, Nowhere, là. En genre de concentration art. J'ai fait mon secondaire 5 là. Fait que j'avais 17 ans quand je suis arrivée chez Marie. Fait qu'un an plus tard, j'avais 18 ans.
Fait que moi, ça me laissait plus grand temps. En fait, quand je suis partie, je finissais mon secondaire 5 du foyer. Je finissais mon secondaire 5. Fait que quand je suis partie du foyer de groupe, ben moi, c'était terminé, là. Il me restait genre 6 mois, là. Après, je me ramassais dans la rue. Fait que dans le fond, moi, ce qu'on a fait, c'est que vu que j'avais pas toutes mes matières de secondaire 5, ben on m'a fait, parce que j'allais avoir 18 ans, dans le fond. Fait on m'a fait faire tout, on m'a refait comme refaire mon secondaire 5 au complet. Fait que j'ai pu rester comme une année de plus pour pouvoir me placer parce que quand on a 18 ans, on est laissé à nous autres mêmes. On s'en va. Puis si, admettons, j'aurais eu 18 ans avant quand le foyer a fermé, j'aurais été laissée à moi-même sur un méchant temps. On m'aurait dit, bye, tu fais tes bagages, puis trouve-toi un appartement. Ça, c'est la partie vraiment mal faite de notre système. Là, en ce moment, ça est en train de bouger tranquillement, pas vite. Là. Il y a des nouveaux programmes pour essayer d'aider les actifs qui sont censés arriver pleinement. Et oui, je sais, moi aussi, ça a été la même affaire. Là. Fait que dans le fond, toi, de la famille d'accueil, quand tu es arrivé à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vu que dans le fond, moi, j'étais pas dans un appartement, on se cachera pas. Là. Fait que dans le fond, moi, j'ai comme refait mon secondaire 5. Dans le fond, les matières que j'avais pas 5, comme mon maths puis mon anglais, que j'avais juste maths de 4 puis anglais de 4, bien, j'ai pu le refaire. Sauf que là, moi, là, ça me tentait pas. Parce que moi, là, en septembre, quand on a recommencé l'école, j'ai reçu mon diplôme. Parce que dans le fond, en octobre, j'avais les crédits pour avoir mon diplôme d'études secondaires. Fait que tu te rends compte à quel point c'est chiant de faire son secondaire 5 quand tu as déjà ton diplôme? C'était quelque chose. Quand j'ai ouvert ça, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai continué. Mais tu sais, il a fallu que je pose mes conditions. Parce que j'avais pas envie de faire un secondaire 5 encore une deuxième fois puis de m'emmerder, tu comprends? Fait que moi, j'ai mis mes conditions. Fait que j'ai dit, moi, je veux avoir Luc Papineau. Ça, c'est mon prof de français que j'avais en secondaire 4. J'ai dit, je veux le revoir. Tu comprends? C'est lui que je veux, sinon, je reviens pas. Fait que là, on a assis avec Luc parce que Luc, il me l'a clairement dit. Il dit, moi, je prends jamais les élèves s'ils redoublent, tu comprends? Il dit, je fais jamais ça parce que sinon, c'est plate, tu t'emmerdes. Puis même, il a écrit dans le premier message qu'il m'a écrit dans mon album. On va se voir l'année prochaine. J'espère que tu t'emmerderas pas dans mon cours puis tu vas pas dormir. Finalement, tu sais, j'avais envie d'être là parce que c'est ce que je voulais, tu comprends? Puis ça, c'est un adulte significatif aussi dans ma vie parce que il savait la situation, il savait, tu sais. Puis il a tout le temps été présent. Si je voulais aller lui parler, sa porte était tout le temps ouverte, tu sais. Fait que ça, c'était cool, tu sais. Mais ouais, ça a été une année que. Puis tu sais, j'avais plus d'amis parce que tous mes amis étaient partis. Les autres, ils avaient terminé, ils étaient au cégep, aux adultes. Je me ramassais toute seule. Fait que il fallait vraiment que j'aie envie de le faire. Parce que honnêtement, ça me tentait pas vraiment au début, là, mais plus ça allait, tu sais, j'ai appris à me faire des nouveaux amis. Bon, ça a été une année difficile parce qu'il y a eu un décès d'un de mes bons amis. Ça a été quelque chose qui a beaucoup qui a fait que la fin d'année s'est passée. Ça a été très, 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 très difficile. Mais tu sais, je l'ai fait. Je me suis rendue au bout, j'ai pas abandonné, puis je l'ai fait, puis je peux en être fière aujourd'hui, tu sais, parce que j'ai fini avec mon DES+, parce que j'ai fait ma science physique forte, mes maths fortes. Fait que j'ai rushé, j'ai bûché, comme on dit en bon français, j'ai bûché, mais je l'ai fait, tu sais. Aujourd'hui, j'en suis fière. Puis, t'es-tu restée dans ta famille d'accueil tout le long que tu as refait ton secondaire 5? Oui, je suis restée dans ma famille d'accueil. Puis après, quand que je pouvais plus rester, quand que c'était comme, ben là, tu t'en vas parce que tu n'as pas le choix, eux, ils avaient des appartements qu'ils louaient. Donc, moi puis leur plus vieille fille, Maggie, dans le fond, on est partis ensemble en appartement à Joliette parce que je faisais mon cours de coiffure à Joliette. Fait qu'au moins, tu sais, je me suis pas rempli. C'était un petit 4,5. Je payais pas cher. Je pense qu'à l'époque, je payais 410 $. Fait que, tu sais, on était deux. Fait que ça me coûtait genre 200 ou 300 pièces par mois, là, tu sais, à peu près. Là. Fait que c'était pas cher pour le loyer. C'est là que ça a dérapé. Tu sais, j'ai commencé à sortir des bars. Je suis majeure vaccinée. Fait que je fais ce que je veux. Puis
on n'est pas préparé à ça parce que moi, je me suis pris une carte de crédit, une marge de crédit, puis personne ne m'a expliqué rien. Puis ah ouais, on dépense! Wouhou! Fait que je me suis mis dans la chenoute parce que personne ne m'a expliqué c'était quoi le crédit. Puis c'est pas les petits cours d'économie familiale puis d'économie sociale qui font que tu es un pro du crédit et compagnie. Puis le pire là-dedans, Ouais. c'est que Jean-Baptiste Meilleur, l'école où on a été, c'était vraiment une des top là, écoles au Québec. C'est quasiment cette école-là qui m'a remis sur la bonne track parce que quand j'ai fait secondaire 2, secondaire 3, 4, non, secondaire 3, là, avant d'être placée, là, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais, l'école où j'allais à Polyvalente, là, c'était le bordel dans les classes. À Jean-Baptiste Meilleur, tu n'avais pas ça dans les classes. Les profs, là, tout le monde marchait droit. C'était vraiment nice Oui. comme école. Pour vrai, là, j'ai jamais reconnu ça après. Une Polyvalente qui était aussi bien gérée, là. Puis, ouais, Mais tu sais, ça c'était pas tout m'a le temps pas mal facile aussi. parce que j'en ai vécu de l'intimidation. Puis on s'entend. Ouais, tu sais, moi puis toi, Maggie, on faisait partie des marginales de l'école. Nos petits cheveux noirs, puis notre petite gothique, puis, tu sais, on se le cachera pas, là. On était les marginales, tu sais. Moi, en tout cas, je me faisais souvent achaler. Ça a été long avant que je prenne conscience de, bon, ben, je m'en fous, vous dites ce que vous voulez, puis ça me passe du métier par-dessus la tête. Tu sais, c'est tout le temps comme ça, l'intimidation. Je pense que ça va pas s'en aller. Puis je pense que Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été placé a contribué au fait que tu as vécu de l'intimidation ou pas du tout? non, parce qu'à part mon cercle, admettons, avant que je sois au foyer de groupe, là, parce qu'à part mon cercle d'amis, il n'y a personne qui le savait. Puis jusqu'en secondaire 4, personne ne savait ça, là. Moi, c'était tabou, puis c'était, comment je pourrais dire, j'avais honte. J'avais honte que mes parents ne soient pas capables de s'occuper de moi, puis que moi, je n'avais pas une vraie vie de famille. J'enviais les autres aussi d'avoir cette vie-là. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que ce qu'eux vivaient, c'était plus rose que moi. Pas parce que tu as papa et maman chez vous que c'est plus rose, tu sais. Puis je me souviens, en éthique et culture en secondaire 4, la prof, elle parlait des familles d'accueil, tu sais. Puis après un cours, j'avais été allée la voir, puis j'étais allée lui dire parce que je trouvais que c'était beaucoup péjoratif de ce que le monde pense de la DPJ pour vrai, parce que oui, il y a beaucoup de situations, parce qu'on n'entendra jamais parler du bon côté de la DPJ. Ce que tu vas entendre à la TV, c'est qu'ils n'ont pas fait assez vite puis que l'enfant est décédé parce que ses parents, il n'a pas été placé. C'est ça que tu entends. Des enfants qui sont bien en famille d'accueil, qui sont bien traités, qui ont tout ce qu'ils veulent, qui manquent de rien, tu n'en entendras pas parler à la télé. Ça pogne pas. Il y a des beaux reportages maintenant avec Urbania, mais c'est vrai que c'est plus rare. Puis Oui. on essaie justement de faire changer cette vision-là, mais tu as raison de dire que trop souvent, on en parle de manière négative, là. Puis moi, j'avais été voir la prof, puis j'ai dit, tu sais, je trouve ça plate que tu abordes ça de cette façon-là, parce que c'est pas vrai que c'est tout pareil comme ça. Elle a dit, ah ouais? J'ai dit, ben moi, là, je suis placée depuis que j'ai 3 ans. J'ai jamais été battue dans mes familles d'accueil. J'ai jamais manqué de rien. Maryse, la dernière famille d'accueil que j'ai faite avant d'être placée, ben, si elle achetait un MP3, parce qu'à l'époque, c'était des MP3, si elle achetait un MP3 à sa fille, ben, je te garantis que toutes les autres personnes avaient un petit MP3. Maryse, une journée, elle allait au centre d'achat. Ah, bon, ben, regarde, cette petite veste-là, Tania va l'aimer. J'y achète. Tu sais, j'ai jamais rien manqué, ni d'amour, ni de rien. Sauf que il faut qu'on en parle parce qu'il y a des ressources qui se donnent corps et âme à ces enfants-là, à nous, puis qui donnent toute leur vie. Tu sais, je regarde Maryse et René qui ont. Ça fait des années et des années, là, je pense que ça fait au-dessus de 40 ans qu'ils sont en famille d'accueil. Là. Puis, regarde, là, les derniers qui sont là, c'est leurs derniers. Ils vont partir à la majorité. Ça va être terminé, sauf qu'ils ont donné leur vie pour nous, les enfants, qui avaient besoin d'une maman et d'un papa pour s'occuper d'eux. Tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur non plus de la DPJ. Parce que, tu sais, ceux qui disent « Ah, la DPJ est chez nous pour rien. » Mais je m'excuse, ils ne vont pas chez vous pour rien. Moi, là, ma grand-mère, là, quand elle a appelé la DPJ, là, il a fallu qu'elle se batte. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la séparation de dire la DPJ, c'est juste de la crotte. Puis ils font pas leur job. Mais il manque tellement de ressources. Des familles d'accueil, il n'y en a pas.
Parce que c'est tellement dur, tu sais, aussi, ce côté-là, la DPJ devrait, la protection de l'enfance devrait faire un bout parce que c'est tellement dur de devenir famille d'accueil aujourd'hui. Tu as tellement de règles, de normes, il y a tellement d'enfants qui en ont besoin. Pas toutes les placer. Tu sais, mon frère, je me souviens, il est placé au PJ avant de partir à Saint-Donat parce qu'il y a place. Pour un enfant qui va au PJ qui n'a pas de place, c'est raide, là. Il y en a plusieurs enfants qui sont placés en centre de réadap, puis c'est à cause qu'il manque de place. Là. Tu sais, moi, j'en ai vu dans mes stages récemment. Il était placé pour absence scolaire parce que la personne était trop anxieuse, puis on le place en centre de réadap avec des jeunes agressifs. Tu sais, ça va juste pas l'aider, là. Non, Mais exactement. je suis d'accord qu'il y a des conditions qui doivent être assouplies pour permettre à plus de gens d'être famille d'accueil. Là. Tu sais, quand on dit qu'une famille d'accueil a été refusée parce qu'il manquait un pouce à sa fenêtre, c'est à se poser des sérieuses questions quand on lit dans les journaux qu'on enferme des jeunes dans des gymnases avec comme chambre des rideaux, puis qui n'ont pas de fenêtre, puis qui n'ont pas de porte, puis qui dorment sur des matelas au sol. Tu sais. C'est comme l'extrême opposé. Puis à un moment donné, tu sais, je pense que t'as raison de dire qu'il faut en parler en bien, puis comme il faut en parler en mal, tu sais, mais c'est de trouver un équilibre. Parce qu'il faut faire exact. Pour être constructif aussi, tu sais, on n'est pas là pour se plaindre non plus. Il faut dire que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu la chance que tu as eu d'avoir un milieu où tu t'es senti à ta place, puis où on t'a traité aussi comme les autres. Tu sais, on en a eu d'autres dans notre podcast que ça n'a pas été du tout le cas aussi. Fait que, tu sais, en même temps, il y en a des familles d'accueil qui sont là peut-être pas pour les bonnes raisons aussi, comme il y en a d'autres qui sont vraiment dévouées pour les jeunes. Fait que c'est tellement difficile quand on veut parler de la protection de la jeunesse parce qu'il y a tellement de zones de gris, de nuances. C'est-à-dire, oui, il y a du positif, oui, il y a du négatif. Fait que c'est ça qui est difficile parce qu'on a l'impression que souvent, on en parle plus de manière négative, mais dans les faits, il y a plein de belles histoires qu'on n'entend pas assez parler. Faut pas oublier que, tu sais, qu'est-ce que vous parlez avec les centres jeunesse, là, les unités d'engorgement. Moi, je l'ai vécu un mois, puis j'ai trouvé ça rough. Fait que j'imagine pas des jeunes qui vivent ça 6 mois, que quand ils font une connerie, ils se font envoyer en isolement pendant des heures et des heures, là. C'est clair que ça a un impact vraiment négatif sur eux autres, là. D'un autre côté, je me dis, problème bien campé, à moitié résolu. Fait que, tu sais, c'est important qu'on relève les failles. Les bons coups, oui, mais les failles pour être capable de... Tu sais, si t'es pas capable d'énumérer les problèmes, ça va être difficile de trouver des solutions adaptées. Fait que, tu sais, nous autres, c'est un peu l'objectif qu'on a avec ce podcast-là, c'est faire entendre le plus grand nombre de voix possibles pour essayer de trouver des solutions qui font du sens pour le monde qui ont passé dans le système, en quelque part, tu sais. Ouais. Ça m'amène un peu à te parler, tu sais, je me demandais les valeurs que tu as eues, les valeurs qui t'ont été transmises par les milieux que tu as fait, qui t'ont servi, c'était quoi? La famille, ça. C'est quelque chose qui a été... Parce que moi, tu sais, on s'entend que quand tu as une situation familiale avec tes parents biologiques comme que j'ai eu, le sentiment d'appartenance à une famille, tu l'as pas. Tu sais, mes grands-parents ont été beaucoup là, mon oncle aussi, sauf qu'il te manque toujours un petit quelque chose, il te manque ta maman puis papa. Tu sais, tu les as pas, ceux-là. Là. Oui, grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, c'est correct. Sauf que c'est pas tes parents, tu sais, ils pourront pas jamais remplacer, tu sais, tes parents, ma grand-mère puis mon grand-père, autant je suis proche puis je les aime de tout mon cœur. Ils ont tellement fait pour moi, mais jamais ils pourront me donner ce que mes parents auraient dû me donner. Sauf que la famille, c'est super important pour moi, puis ça, c'est pas mes parents qui me l'ont donné, c'est vraiment les familles d'accueil qui m'ont montré que oui, je pouvais en avoir de l'amour, puis que oui, j'avais le droit à cet amour-là. Puis que moi, j'avais pas rien demandé, puis j'avais pas mérité d'avoir ce que j'ai vécu non plus, tu sais. Et un bout, je me demandais, c'est-tu ma faute? C'est-tu moi qui était pas correct? Tu sais, souvent, c'est ça, parce que l'enfant, il comprend pas. Moi, je comprenais pas pourquoi tous les autres avaient des parents, puis pas moi. Pourquoi moi, il fallait que j'habite avec eux? Autant je les aimais, je comprenais pas. Tu sais, j'allais chez mes amis, puis je les voyais avec leurs parents, puis j'étais comme, moi, ma mère, elle me fait attendre des heures et des heures sur un divan. Tandis qu'eux, ils arrivent à la maison, le souper est prêt, puis maman et papa, ils soupent avec eux. Tu sais, ça, c'est difficile à... C'est sûr que la famille, ça l'aide. Il y avait une sorte de stabilité aussi qui vient avec la famille. Je sais pas si ça t'a été véhiculé beaucoup comme valeur, tu sais, puis probablement que tu l'as vécu un peu avec
ta transition à l'adolescent, à la vie adulte? Excuse. Tu sais, j'ai quand même eu, malgré tout mon parcours, parce que tu sais, j'ai déménagé beaucoup, puis je pense que je suis pas la seule dans ces situations-là. Tu sais, oui, j'ai pas fait beaucoup de ressources, mais veux pas, tu sais, déménager 5-6 fois dans ta vie d'enfant, ça t'apporte pas de stabilité, là. Je pense que moi, ma stabilité, je l'ai gagnée en devenant adulte, dans le fond, en déménageant dans mon appartement, en faisant mes choses à moi, parce que, tu sais, dans le fond, je déménageais dans mon appartement à Joliette, puis j'ai resté quasiment 7 ans à Joliette. Puis après, ben, on a acheté notre maison à Sainte-Marceline. Puis même dans mes familles d'accueil, tu sais, avant, quand je suis arrivée chez les Lac-Bob, on habitait à Saint-Jean-Magella, puis on a déménagé à Repentigny. Tu sais, oui, j'étais dans une famille stable, mais on a déménagé, fait que ça a comme fucké ma stabilité, tu sais, je te dirais, puis je leur en voulais beaucoup de déménager, là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment parlé, mais une journée, je suis arrivée, puis la pancarte était là. On déménage. Ouais. Tu as vécu la même chose au foyer de groupe après. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tu comprends? Tu sais, sur le coup, je leur en ai voulu à Linda. J'étais comme, mais pourquoi on déménage? Mais je comprends pas, là. Pourquoi? Mais, tu sais, sa fille, elle faisait de la nage synchronisée à Repentigny. Son gars jouait au hockey à Repentigny. Ça faisait du chemin, tu sais. Puis on était super bien à Repentigny. Pareil. Mais moi, j'étais comme, non, on peut pas déménager ici. Là. Mes amis sont tous ici. Fait que, tu sais, la stabilité, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup important. Ces valeurs-là, je l'ai acquis en tant qu'adulte. Je l'ai pas acquis. J'ai trop changé de place, j'ai trop vécu de déménagement, de changement pour pouvoir développer ça à mon adolescence, tu sais, ou même enfant. Je me demandais si tu avais une lampe magique puis que tu pouvais exaucer 3 souhaits. Ça serait quoi tes souhaits? Avoir un autre cheval. Pour vrai, honnêtement, je ne changerais pas ce que j'ai vécu. Je peux pas te dire les souhaits que je ferais parce que je changerais pas ce que j'ai vécu parce que ça m'a fait devenir la personne que je suis. Tu sais, je dirais pas, je souhaiterais d'avoir d'autres parents. Parce que je sais pas où ce que ça m'appellerait avoir eu d'autres parents. Peut-être que j'aurais pas mes 3 filles. Ça peut être des souhaits aussi pour le changement pour les jeunes qui sont actuellement dans le système aussi, tu sais, des souhaits d'amélioration. Bien, de ce côté-là, je souhaite que les enfants, bien, les adolescents, les nouveaux adultes, les 18 ans, ne soient plus laissés à eux-mêmes. On peut pas faire ça parce que même un parent ne fait pas ça avec ses propres enfants. Ah, t'as 18 ans, c'est terminé, je me lave les mains de toi, tu t'en vas. Tu sais, il y a des enfants qui veulent aller au cégep, qui veulent aller à l'université, qui ont des rêves, puis en faisant ça, je pense que on brime beaucoup leurs rêves. Parce que moi, j'avais l'intention, quand j'ai eu 18 ans, je voulais aller au cégep, puis quand on m'a dit, ben, tu pourras pas, tu sais, tu pourras pas rester. Il va falloir que tu t'apprennes à te débrouiller. Ben là, ça veut dire qu'il faut que je travaille. Ça veut dire qu'il faut que... Fait que, dans le fond, moi, j'ai fait, OK, je vais faire un DEP en coiffeur. Faut vraiment les accompagner, les aider. Tu sais, je me souviens, au foyer, Lynn, elle m'avait fait un cartable avec, bon, comment t'assurer, comment tes paiements, tu sais. Fait que, il faudrait investir là-dedans pour les préparer à s'en aller, à être autonome. Il faut que tu apprennes à payer tes comptes. Il faut que tu apprennes à payer ton loyer. Il faut que tu apprennes à faire de la nourriture. Parce qu'on s'entend qu'au foyer de groupe, là, c'était pas nous qui faisait la bouffe. Là, c'était une petite madame qui était là la nuit et qui faisait la bouffe. Puis c'est pas tout le monde qui est bon dans la bouffe non plus, tu sais. Fait que je pense que ça serait... J'utiliserais mes 3 souhaits pour ça. Si tu avais un message à leur adresser à ces jeunes-là qui sont présentement placés, ça serait quoi le message que tu leur donnerais? Il faut pas abandonner. C'est pas toujours facile. On baisse pas les bras. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'en parler, il y a plein de ressources maintenant que nous, on n'avait pas, les plus vieux. Je pense à tel jeune. Si vous êtes dans des foyers de groupe, les éducatrices sont là pour vous autres aussi. Puis je pense que le message, c'est de ne pas abandonner puis qu'il y a quelque chose de beau au bout de tout ça. Écouter le podcast, des fois, ça fait du bien de pouvoir écouter d'autres histoires aussi, je pense. De voir qu'on n'est pas seul. Moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qui a été le plus salvateur pour moi parce que ma transition à la vie adulte, j'ai vécu des périodes de couchsurfing, d'itinérance, j'ai vraiment été dans les bas-fonds de la vie. Quand j'ai commencé à parler avec les autres membres du comité EdGEP puis que je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à vivre ces situations-là, ça a enlevé un gros fardeau sur mes épaules. Où est-ce que j'étais capable de comprendre que c'était pas juste ma faute à moi, mais la faute du système. Il y a eu
des accroches à plein de places qui ont fait en sorte que je me suis ramassée dans cet état-là. En fait, c'était vraiment super de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente de voir que tu es dans un environnement qui est super stable puis que ça a l'air de bien aller tes affaires. Puis que je vais te souhaiter que ça continue à bien aller puis que ton témoignage touche les gens puis que ça l'inspire d'autres personnes. Merci beaucoup pour ta participation, oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir pu parler de mon histoire, puis de pouvoir dire aux gens que malgré tout ce qu'on peut vivre comme chenoute, en bout de ligne, on peut s'en sortir. En effet. C'est un très beau message que tu nous laisses. Un gros merci. Fait que à la prochaine. Bye. Bye. Bye.